La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rencontre avec M. Jean-Paul Paré sur le temps des sucres. M. Paré, si on parlait maintenant de la production. La production du sirop d'érable au Québec, plusieurs savent que pour faire un gallon de sirop, ça prend un minimum 40 gallons d'eau. Ça veut dire que 40 gallons d'eau, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vas les prendre, nous autres, on a des thermomètres exprès pour tester l'eau. Si ton eau teste 2,5 à 3, ça prend environ 40 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Si ton eau teste rien qu'un 1,5, ça peut aller à 50 puis 60. C'est pour ça que de dire que ça prend 40 gallons d'eau, c'est vrai puis c'est pas vrai. Ça, tout dépendant du taux de sucre qu'il y a dans l'eau d'érable. Pour transformer un gallon de sirop, ça prend environ, en ébullition, ça prend à peu près 1h30, transformer un gallon de sirop en ébullition. Si on parle de production de sirop d'érable, la plus grosse production de sirop d'érable au monde se fait au Québec. Ça, la majorité du monde, ils savent ça. Le meilleur sirop d'érable au Québec, ils n'ont même pas besoin de se poser la question, il est à Saint-Pierre-de-Breteuil. Tout le monde sait ça aussi. Dans le sirop d'érable, on a plusieurs classes de sirop d'érable. Le sirop d'érable se classe à la couleur et non au goût. Ce qu'on essaye de travailler, qu'on travaille, nous autres, pour quand c'est 4 matins, qu'il y ait des classeurs, comme il se fait dans le vin. Le vin, il n'est pas classé à couleur. Tu as entendu, tu as un vin rouge, tu as un vin blanc, tu as un vin rosé. Il est classé au goût. Dans le sirop d'érable, on voudrait que ça viendrait là. Et au lieu de... Tu fermes les yeux et tu goûtes à ton sirop au lieu de regarder la couleur. Il y a différentes classes. Il y a 5 classes en tout. Dans l'ébullition du sirop d'érable, si on parle d'ébullition, des premiers temps que des colons ont commencé à se faire du sirop d'érable, c'était dans des chaudrons de fonte. Ça, c'était un 5 gallons. Normalement, sur des fermes, on trouve des 32 puis des 45 gallons de chaudrons. Ah oui, ça faisait... il manque le modèle 45, oui. Si on prend après ça, si on regarde dans l'évolution, ça, c'est un tableau, mais on ne peut pas emmener la grandeur, on appelle ça, nous autres, en commun, non commun, on appelle ça une panne. Ouais. Des messieurs âgés, madame âgée, savent c'est quoi une panne fait bouillir. C'est un vaisseau à peu près de 2,5 pieds de l'air, à peu près cette hauteur-là, puis 6 pieds de long, qui mettait sur un feu de roche, exactement comme on voit ici, puis qui faisait bouillir le sirop dedans. S'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des becs pour verser quand le sirop venait prêt, ça venait tout prêt tout dans le même temps. Il y avait une poignée chaque bout, il se ramassait deux, puis il ôtait la panne dessus le feu. Il rôtait le sirop qu'il y avait dedans, puis il remettait de l'eau, puis il recommençait la procédure. Comme dans le chaudron, c'était la même chose. Après ça, aujourd'hui, tout le monde connaît les bouilleuses qu'on a aujourd'hui. Il y a différents modèles de bouilleuses. Il y a de la bouilleuse à l'huile, la bouilleuse au bois. Et aujourd'hui, il y a des bouilleuses. Il y a des bouilleuses aujourd'hui qui sont économiques en bois, qui prennent à peu près le tiers du bois qui se prenait dans le temps pour faire un baril de sirop. Après ça, si on tombe dans la méthode de cueillette, si on voit sur le tableau en arrière, il y avait les méthodes de cueillette plus vieilles que ce qu'on voit sur le tableau, c'était les bœufs. Ouais. Au lieu d'un cheval, c'était un bœuf. Ouais. Après ça, ça a été des chevaux, comme on voit sur le tableau. Aujourd'hui, bien, si tout le monde voit ça dans la sucrerie, on dit que c'est des fils d'araignée. C'est toute la tubulure sur vacuum. C'est des nouvelles méthodes de cueillette. Dans la méthode de cueillette, ça ne peut pas évoluer comme ça l'a évolué dans les 100 dernières années, parce qu'il va y avoir d'autres améliorations, sauf qu'on est pratiquement au maximum sur la cueillette.
Dans la cueillette, c'est à peu près... Si on arrive dans l'ébullition, c'est comme je disais tantôt, tu as 3 sortes de bouilleuses, 2-3 sortes de bouilleuses. Tu as il s'est fait, là, mon Dieu, une vingtaine d'années, là, un monsieur de Plessisville qui avait inventé une bouilleuse qui faisait bouillir pas de feu. C'était des pompes circulatrices, à force de faire circuler l'eau, qui réchauffaient l'eau. Puis il y avait une ébullition pareille comme même pas au bois, sauf que ça se faisait à fouet par des pompes. Ça n'a jamais été mis sur le marché. On suppose que ça a été acheté par des compagnies encore, comme je l'expliquais tantôt, pour les chalumeaux. La compagnie a remis de principe, elle de côté, puis elle a dit, regarde, on a déjà un modèle d'inventer, on n'invente pas d'autre tout de suite. On prétend que c'est ça. Là. Parce que le monsieur, ça marchait son affaire. Après ça, si on parle de transformation, si on tombe en transformation, le sirop d'érable, quand on le sort pour le vendre au commercial, on le sort à 76 degrés Brix. 76 degrés Brix, c'est le sirop. Si tu montes faire du sucre dur, il faut qu'il monte 38 degrés, je pense, de plus que le Brix du sirop. Pour faire du sirop, avant de faire le sucre dur, on fait plusieurs transformations. On a de la tire qui c'est toujours faite conventionnelle. Aujourd'hui, on peut faire du beurre d'érable, on peut faire de la gelée d'érable, on peut faire du sucre mou, avec du mécanique. On s'est fait des brossages mécaniques. Là. Dans le sucre dur, à minute qu'il était cuit, il fallait que quand il était cuit entier, il fallait qu'il laisse refroidir puis il brossait. Avec des grosses palettes. À la minute qu'il venait sur le bord de cristalliser, on le coulait dans des moules de même. Ça, c'était un moule de 5 livres. Il y avait des moules de 10 livres. Je ne l'ai pas ici aujourd'hui, là. Il y a des moules de 10 livres. Quand il était pris, au bout d'un heure, il était assez pris, on démoulait. Puis on faisait tremper nos morceaux de moule dans de l'eau chaude pour que tout résidu de sucre parte d'après, pour quand tu refais un autre batch, pour qu'il recolle. Qu'il se fasse de résidus de produits. Le moule qu'on a ici, il date de quelle année? Oh, mon Dieu Seigneur, ça va être dans les années 19, ça. Ah oui? Dans les années 1900, oui. C'est peut-être plus vieux que ça aussi, là. Parce que, même avant la guerre, 1945, la transformation du sirop d'érable se faisait pratiquement en sucre. En sucre dur. Pratiquement pas de sirop. Les compagnies n'achetaient pas de sirop d'érable, elles achetaient le sucre dur. Quand on faisait du sucre dur, dans les moules, on voit les petits moules, c'est des 1 demi-livre. On voit dans les moules, on voit des moules de fantaisie, comme partout ailleurs. Il y en a des modèles ici. Ici, si on regarde les 2 autres modèles, tout le monde pense que c'est un cœur. Si vous le regardez comme il faut, c'est pas un cœur, c'est une raquette. Ah, oh, mon Dieu, oui. La forme, on voit bien la forme de la raquette avec la queue de la raquette. Parce que c'était à confondre. Pour tremper il sautait une étape. Pour tremper le sucre d'érable dans les moules, on se servait d'une cuillère comme ça. Sculptée à même un morceau de bois d'érable. Puis c'est ça dont on se servait pour tremper dans l'eau. Dans les fantaisies, bien là, tu tombais dans des petits moules que chaque producteur faisait sa petite fantaisie, même qu'il laissait des initiales. Tu tombais dans du moule à court plus fancy, qu'il y avait 2, ça c'était une demi-livre. Lui, il pouvait faire deux fonctions, lui. Il faisait le sucre d'érable, puis il faisait le beurre. Ah, OK. Il avait été fait exprès pour ça. Si on regarde dans le fond du moule, on voit une espèce de dessin. Chaque producteur qui avait son moule, son producteur faisait son dessin. Ah, OK. Fait que s'il avait vendu du sucre d'érable à monsieur dans l'année d'ensuite, tu arrivais et tu disais, ben regarde, ton sucre n'était pas bon l'année passée, le gars regardait le logo. Non, c'est pas le mien, ça. Chaque producteur avait son... Ah, OK. Ça avait sa marque. Sa marque dessinée. Ah, oui. Après ça, il y avait les autres moules, comme on voit ici, c'est des moules de cœur, ceux qui se faisaient en série. Dans les moules qui sont très rares, en passant, c'est quand on déménageait des morceaux de sucre, c'était Colin, des pains de sucre. Parce que les mains, ben, on avait les pinces, fait du même principe et des pinces à glace. On trimballait le sucre avec ça. Mais c'est encore assez long quand on a le temps de faire les pains de sucre. Parce qu'en fin de compte, il faut tout assembler. Ces moules-là, les autres, les moules de fantaisie, c'est correct, là, sont faits comme ça. Là, on les démanchait un peu. Mais ceux-là, il faut démancher tout. Il fallait tout démancher le moule au complet. Avant de couler dedans, de mettre ton sucre dedans, il fallait qu'il ait trempé dans l'eau. OK. Antérieurement, il fallait qu'il ait trempé dans l'eau.
Puis là, tu coulais un coup, ton produit était prêt. Prendre du sirop, le faire en sucre, c'est tout dépendant de la chaleur du feu que tu as autour. C'est une grosseur. Ah oui. Le ramener, là, puis le brosser, puis le remettre dans les pains, c'est une grosse grosseur. Après la transformation du sirop. Ça veut dire que si tu as pris 1 heure, 1 heure et demie pour faire le sirop, une autre heure, ça peut 2 heures et demie à aller te rendre au sucre. Ouais, après ça, une fois qu'il était pris, on démanchait tout le moule. Il fallait nettoyer le moule. Pour le nettoyer, comme je te disais tantôt, normalement, le moule, il est propre. Ouais. Tu faisais pas ça, j'ai une table pleine de poussière, là, tu mettais ça, normalement, c'est quand mon grand-père et mon père faisaient du pain de sucre, il y avait une espèce de réservoir, on mettait de la neige là-dessus, puis ils mettaient les pains de sucre sur la neige. Ah, OK, oui. Pour qu'ils refroidissent, pour qu'ils prennent la fraîche, la neige, pour refroidir plus vite, pour être capable de démouler plus vite. Aussitôt qu'il avait fini, on mettait ça on laissait ça flotter dans une grande panne de bouilleuse en arrière, où l'eau rentrait. Fait qu'automatiquement, il se nettoyait des résidus de sucre qu'il y avait dedans, puis il retombait détrempé pour la prochaine batch. Ah, OK, on pouvait servir, oui. Quand on parle de moules de fantaisie, là, c'est plus que de la fantaisie, c'est des petites maisons en pain de sucre. Ah oui? Il y en a dans d'aucun spectateur qui vont se rappeler de ça. La petite maison en pain de sucre, son principe, c'était de la faire à l'envers. On prenait les 2 morceaux de couverture, on le mettait à l'envers. Ah, OK, on bâtissait la maison. On commençait par la couverture. On commençait par la couverture. On mettait les deux petits pignons. Là, ben, j'ai tout le bon sens, là, oui. Les côtés, on voit très bien les côtés. Là, il faudrait le faire en envers, mais rien que deux mains. Après ça, les côtés allaient comme ça. Après ça, on mettait les bouts. Puis la manière de le faire tenir, il prenait des racines d'épinettes. Des racines d'épinettes blanches qu'on voit par ici, là, une grosse épinette blanche, là. C'est quand des colons défrichaient. Puis quand ils trouvaient des belles grandes racines, à peu près grosses comme la grosseur d'un lacet de bottine, ils ramassaient ça, ils les faisaient tremper dans l'eau quand ils faisaient le pain de sucre. Exactement le même principe. Ils laissaient le pain de sucre avec ça, puis ils coulaient dedans. Ah, OK. C'est des morceaux qui sont extrêmement rares. Lui, je peux remercier un des conservateurs du Musée de la Civilisation. C'est lui qui me l'a trouvé, ce moule-là. Ah, oui. C'était une belle pièce de collection. C'était très, très rare. Quand on regarde, quand on était rendu dans la maison, il y en a plusieurs d'entre vous, je suis quasiment certain qu'ils ne savent pas à quoi ça peut servir. C'est un couteau, le pain de sucre qu'on avait ici, pain de sucre de 5 livres. On va couper. Il fallait que tu le coupes, il fallait que tu le haches pour être capable de t'en servir. Fait que tu mettais ton pain de sucre en dessous, puis tu venais le trancher avec ton couteau. C'est un morceau que j'ai trouvé d'une vente de garage. Je l'avais emmené parce qu'il y avait une forme spéciale, puis il était très spécial, mais je n'avais aucune idée de quoi ça peut servir. Chanceux, je connais la cour-là, je connais les 3 conservateurs du Musée de la Civilisation au Québec. Je les appelle, puis je les envoie une photo par ordinateur. Ben, c'est ma femme qui s'occupe de l'ordinateur. Je les envoie une photo. Ils ont cherché pratiquement 1 an avant de trouver à quoi ça peut servir. Ouais. Finalement, on l'a trouvé, c'était Parce que c'est en fait compte, c'est sur le même principe que les couteaux pour couper le tabac, un peu sur le même principe. Pour ça, le hache-tabac. Le hache-tabac, ça pouvait porter à confusion, dire ça pouvait peut-être être un hache-tabac. Mais... C'est ça qu'on pensait, sauf que le hache-tabac, tu as une tranche unie d'un côté, puis il y a un côté jusqu'en bas. Oui, c'est ça, là, vous avez lui, il n'avait pas côté. On a trouvé des photos, il n'était pas monté, j'avais trouvé rien quelque chose. Ça, le restant du montage, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Mais il n'allait pas côté en bas. Puis ici, du côté ici, tu as un autre tranchin. Si tu voulais aller plus bas, pour faire tes morceaux plus petits. Ah, OK. C'est ça qu'on trouvait, d'autres, on veut dire, un hache-tabac, ça ne peut pas être un hache-tabac, comme ça aurait pu en être un. Mais ça n'était pas un. C'était un couteau pour de faire les blocs de sucre. Les blocs de sucre. Ouais. Si on parlait, on pourrait peut-être parler de la distribution. De quelle façon, une fois qu'on l'avait fait, là, on le vendait de quelle façon? Si on y va encore par évolution? Là. Bon, si on y va par évolution, les premiers temps que je me souviens, c'est quand il venait de la visite à cabane, nous autres, c'était le bon vieux galon, le galon en vitre là, de vin, bon vieux galon de vin là, que tu t'avais vidé le temps des fêtes pour faire un party. Tu le rinçais comme il faut, puis là, ensuite, quand tu venais à cabane, la parenté de la cabane, ils emmenaient le galon. C'était les premiers contenants qu'on a vus. Après ça, on a eu les contenants en acier. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent du petit contenant, à peu près ceux de l'air, ceux d'épais, puis ceux d'eau qui logeaient un gallon. Ça a été une évolution. C'est quand les
producteurs sont mis à aller sur les grands marchés publics. Ils n'avaient plus le droit d'emmener le gallon de vitre. OK. Ils n'avaient plus le droit dans le sens qu'ils pouvaient le casser, puis c'était pas hygiénique, tu sais. Après ça, on a tombé dans les contenants, des petites cannes comme on connaît aujourd'hui. Après ça, on a tombé dans les bouteilles de verre, des bouteilles de fantaisie. On a, mon doux Seigneur, on pourrait en parler une demi-journée de temps. Aujourd'hui, le gros vendeur, c'est la bouteille de plastique. Le plastique, pourquoi le plastique? Le plastique est moins pesant, ça coûte moins cher de transport, moins cher de fabrication. Le consommateur, il est gagnant d'un sens que il va payer moins cher parce que le contenant coûte moins cher. Oui. Puis il est récupérable au même titre que le verre. Oui. Bon, on distribue même aujourd'hui, là, quand on l'exporte à l'extérieur du pays, on va faire ça souvent c'est avec des gros barils, là. On est sur le genre de baril 45 gallons, je pense. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas de. Plusieurs. Même dans le temps de la guerre, il y en avait. Ouais. C'est des barils de 32 gallons. Oui. Aujourd'hui, avec l'assainissement des produits puis 50 affaires, là, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, puis personnellement, je trouve que c'est correct. On va en venir tout au stainless. Ah, OK. Parce que le Teflon alimentaire, c'est les deux matériels qui captent le moins de bactéries. Oui. Puis qui vont au lavage, qui vont s'assainir les mieux. Fait qu'on est rendu à ça. Là. Comme dans les bouilleuses, on fait des bouilleuses en stainless, mais sur dos plomb. Le plomb, ben c'est banni aujourd'hui. Dans la peinture, il n'y en a plus, puis ils veulent le bannir. Aujourd'hui, les nouveaux modèles qui a des bouilleuses qui sortent, c'est tout soudé au tigre. Les barils, c'est pareil. Il n'y a plus aucun plomb, aucun galvanisé. Je me souviens que dans les années 50 à peu près, nous, on envoyait du sirop pour la nommer, la coopérative de producteurs de sirop d'érable de Plessisville. J'ai vu des barils jusqu'à une livre de plomb. Qui venaient de la bouilleuse puis des chaudières d'aluminium. Aujourd'hui, il n'y en a plus question. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça dans le temps. Là. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus question de ça. Puis ils ne détectent plus de plomb dans... Pour commencer à codir, il n'y a pratiquement plus de chaudière d'aluminium. Du galvanisé, le pire pour le plomb, c'était à court là, c'était le galvanisé. Je faisais le galvanisé, il n'y en a plus aujourd'hui. Puis dans la cuisson, le galvanisé n'existe pas. Si on parlait de la période du temps des sucres, là. Ça varie toujours peut-être d'une année à l'autre. Là. Des fois, c'est plus de bonne heure, des fois, c'est plus tard. Pouvez-vous nous expliquer un peu là, quand est-ce qu'on sait que c'est le temps des sucres, là, le temps va commencer? Là? Personnellement, ça doit faire 40 quelques années que je suis en production. Personne n'est capable de dire la période, quand est-ce qu'on va commencer, quand est-ce qu'on va finir. C'est la nature qui décide. Ça faisait quelques années qu'on en faisait un petit peu au commencement, fin février. Commencement de mars, on faisait une petite production, 2 barils, 1 baril, 2 barils, mettons avec 3000 en taille, là. Cette année, le 26 de février, c'était la saison du sucre. Personne n'était prêt, mais en fait, compte, tout le monde l'a fait pareil, là, tu sais. Mais c'était la saison du sucre, mais tout le monde disait, c'est pas la saison, c'est pas la saison. C'est la nature qui décide de quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Nous autres, on a, dans notre cas, cette année, il manquait une journée pour battre un record de journée de bouillage. Ah oui. On a fait bouillir 47 jours cette année, quand on a allumé 47 fois la bouilleuse. Le plus qu'on avait fait, c'était 47. J'avais espérance de battre mon record, de rallumer une journée de plus, mais la nature a décidé que c'était fini. C'était fini, oui. C'est étonné un petit peu. On ne sait pas si on serait, mettons, comme un employé dans une shop, on saurait qu'on commence à 8 heures, on finit à 4 heures, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est pas le cas pantoute, là. On vit avec la nature, il faut s'organiser avec pour être capable d'arriver. On peut parler justement, là, c'était pas du 8 à 4, là. C'est quoi une journée? Ça peut être quoi une journée typique, là? Ça commence de bonne heure le matin, ça va aller jusqu'à tard le soir, là, à un moment donné, quand on est en plein, là, peut-être pas aujourd'hui, là, mais si on recule, il y a peut-être une centaine d'années, quand c'était le temps des sucres, là, on était là presque 24 heures, on couchait à la cabane de sucre, souvent même, on pouvait faire ça. Je parle, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, des messieurs de 85-90 ans, là, qu'eux autres, ils disaient qu'ils ils appelaient ça les paillasses, là. Eux autres, à côté des pannes, comme on voit ici, là, il y avait le feu de roche. Puis il y avait une petite que 3 murs par-dessus. Puis il faisait bouillir jour et nuit. Il emmenait le paillasse. Puis quand l'eau baissait dans le chaud, ça venait automatique avec eux autres.
il se réveillait automatique, ou s'il ne se réveillait pas une fois, bien, il l'avait brûlé. Ouais. La fois d'ensuite, il pensait de se lever, mais ça faisait bouillir jour et nuit. Ah ouais. Nous autres, dans mon cas, j'ai déjà fait 96 heures de suite à faire bouillir puis à m'occuper de ma cabane à sucre. On était mal organisé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, mettons, quand tu as passé 10 heures à cabane, 8 heures, 10 heures à cabane, là, c'était une grosse journée de production. Ouais, souvent, il était celui qui est le père de famille s'en allait à cabane avec des fois 2 de ses enfants. Ou des fois même, j'ai déjà entendu dire que des fois, il laissait un des enfants quitter l'école pour le temps des sucres, pour avoir de l'aide, parce que la période, on ne sait jamais de quelle période ça dure, là, le temps, là, pour donner le maximum, ramasser le maximum d'eau, là, puis... J'ai des registres chez nous, on a un musée, on a une maison d'école-musée, puis on a des registres de présence puis d'absence des élèves. Okay, oui. Si on regarde le temps des sucres, le temps des semences, puis le temps des récoltes, les garçons, ça manquait des 15 jours puis 3 semaines en ligne d'école. Oh, oui. Pourquoi? C'est parce que le papa en avait besoin à la maison pour se faire aider. Si on continue à regarder les registres, donc on voit une fille ou deux qui avait manqué 2 mois d'école. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Et les garçons, eux autres, c'était pour aider. Ouais. C'était la fille, ben, c'est quand sa maman accouchait. OK, oui. Il appelait ça les relevailles, là. C'était pour y aider à prendre à revenir à son... Oui, souvent, eux autres, les gens, durant ce temps-là, ils trouvaient que pour eux autres, c'était plus important faire la production comme ça, quand c'était le temps des sucres, que l'instruction. L'instruction était moins importante parce qu'il y avait besoin de manger, il y avait besoin de... Exactement. Puis en plus, les premiers... si on s'accule dans les années 25, le sirop d'érable, il s'en vendait pratiquement pas. C'était de la consommation personnelle, tu sais, il y a un petit surplus de temps en temps. Et quand on voit, j'ai des statistiques chez nous je recule jusqu'à 1917. Tu vois l'évolution, là. Au cours des années, une grosse production, mais pas de consommation. Des années de petite production, grosse consommation. Mais où ce qu'ils prenaient de produits, c'était du produit... En 1917, c'était du sucre d'érable. OK, oui. Fait que le sucre d'érable, tu gardais une place fraîche, tu l'habillais avec un coton fromage, tu fais garder ça 1 an, 2 ans, là. Oh, et on voit ça des statistiques. C'est à cause pareil aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, avec la publicité qui se fait, avec les moyens du bord qu'on a pour faire de la publicité, la production se régularise plus qu'elle était dans ce temps-là. Il y a moins d'échelle dans... Oui, parce que la distribution est plus grande aujourd'hui que durant cette période. Comme on disait tout à l'heure, là, on exporte là, à l'extérieur du pays, en Asie surtout, et beaucoup, là, les Asiatiques sont forts sur le sirop d'érable. Tandis que durant cette période-là, c'était plus une consommation personnelle, là, où quelques voisins, des fois, là, ou les gens du village qui en... C'était mon oncle, ma tante qui restait à Québec, une partie de sucre, il s'emmenait un petit peu de sirop en partant. C'était une convention. Aujourd'hui, comme tu disais tantôt, dans les pays acheteurs, sont devenus acheteurs de sirop d'érable pour une raison, puis une bonne raison, c'est que le sirop d'érable peut contenir jusqu'à 20 antioxydants. Ah, OK, oui. Si tu regardes, il y a à peu près 1 mois et demi à New York, au Town Square, là, la grosse affiche là, de sirop d'érable, le meilleur antioxydant qui peut exister dans le monde. Ah, oui. Si on regarde les Japonais et les Chinois, c'est des amateurs d'antioxydants. Ça va devenir les gros acheteurs de sirop d'érable du Québec. Oui, parce que je pense qu'ils achètent presque, je dirais pas toute la production, mais une très grande quantité de la production québécoise. Les gros acheteurs transformateurs, c'est des États-Unis. OK. Mais là, ils sont en train de se faire voler la vedette par le Japon puis par les Chinois. Ouais. Il s'agit de rentrer le produit pour qu'il se fasse connaître. N'importe quel produit, il faut que tu l'aies dans la bouche pour y goûter avant de dire « oui, je me mets à consommer ». C'est ça que les compagnies font. Ils font des journées de dégustation, des journées d'exposition de produits. Puis c'est là que les marchés se trouvent. Oui, c'est ça. On a beaucoup de visiteurs, des visiteurs asiatiques là, qui viennent au Québec l'été, l'automne, même des fois durant l'hiver. Puis ils en profitent, les gens, pour leur faire, les gens qui ne connaissent pas le sirop d'érable. Puis là, souvent, des fois, les autres, ils s'en ramènent quand ils repartent pour leur pays, ils se ramènent des cannes de sirop d'érable. Fait que s'ils demandent aux autres, à le gouvernement quelque chose s'il y a une demande pour avoir ça, bien, eux autres achètent le sirop d'érable ici. On est en train d'oublier nos cousins français qui sont très amateurs de sirop d'érable. C'est ça s'en vient des gros consommateurs qui sont très fringants du sirop d'érable.
Oh. Les Français, à la minute qu'ils débarquent à Québec, la première chose qu'ils demandent, c'est pas de la poutine, c'est du sirop d'érable. De toute façon, c'est meilleur pour la santé le sirop d'érable que la poutine. Je sais pas, une fois par semaine, la poutine, c'est pas mauvais. Non, mais on prend du sirop d'érable après la poutine. Après, oui. Après la poutine. Ouais. Si on regarde rapidement, on dit toujours que pour avoir faire du bon sirop, il faut qu'il fasse plus froid la nuit, plus chaud le jour. Il y a une question de température, là. L'idéal, c'est quand tu montes le jour entre 10 et 15 degrés. La nuit, que tu descendes à moins 5, moins 6. Tu n'as pas le tour en Celsius, là. Bon, ouais. Ça, c'est des journées idéales, c'est des coulées idéales. Okay. Sauf que tu peux pas commencer une saison de sucre puis avoir ça tous les jours puis dire, ouais. Ça prend un complément, ça prend du mauvais temps au travers pour que l'érable se ravigote. Je sais pas. On est à court primaire là-dedans. Là. Les expériences se font. Ils commencent à... ça prend du mauvais temps, le temps du sucre, pour que l'érable se refonde, se refasse de l'eau. Comme je disais tantôt, les températures idéales, c'est 15-16 le jour, puis 10-15 le jour, puis moins 5, moins 6 la nuit. La qualité du sirop, normalement, au début de la saison, c'est une qualité moyenne. En avançant dans la saison, la qualité augmente. Plus qu'on s'en va dans la saison, plus la qualité baisse. Ah, OK, oui. Depuis quelques années, nous autres, on est privilégiés. On fait du sirop de sève. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du sirop de sève, c'est à la fin de la saison que les érables coulent. Mais l'eau, au lieu d'être d'une pureté, là, comme on prend de l'eau de robinet, l'eau est comme blanchâtre, brouille. C'est de la sève. Okay, ça fait un goût de sirop spécial. C'est pas un sirop que tu peux manger sur des crêpes. Il est pas assez... le goût est pas assez fin pour dire manger sur des crêpes. Sauf que c'est un sirop que tu peux mettre dans la transformation. Tu fais un gâteau, tu fais des grands-pères, tu fais des œufs dans le sirop. C'est le sirop idéal pour la transformation. C'est la transformation idéale. Ouais. Rapidement, peut-être en 30 secondes, tantôt, quand on parlait des chaudières, on a oublié, là, vous aviez on peut en parler rapidement, peut-être, là? Excuse, là. Tantôt, on l'a oublié, c'était la poche pour cueillir l'eau d'érable. Okay. La poche pour cueillir l'eau d'érable, on voit le chalumeau ici dans le fond. Le chalumeau, tu le plantais après ton érable. Tu prenais ta poche, tu la virais en envers, tu la rentrais sur le chalumeau, puis tu la remettais à sa place. En revenant à sa place, il ne pouvait plus sortir. Il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus rien qui pouvait le sortir. C'était le contenant idéal pour de l'eau d'érable. Parce que tu n'avais aucune goutte de mauvais temps qui rentrait dedans. Tu avais un plastique qui était transparent, qui gardait le produit de l'eau assez froide, comme la chaudière d'aluminium, contrairement au galvanisé que l'eau pouvait réchauffer dans la chaudière quand il faisait trop chaud. Sauf que c'est quand ça donnait des journées que les érables avaient coulé beaucoup, puis que le sac se ramassait à moitié d'eau, 3/4 d'eau, puis il était 2-3 jours qui gelait, le sac, la glace pleine d'expansion, le sac cassait, puis il était fini. C'est pour ça que le sac, la poche de sirop d'eau d'érable en plastique n'a pas eu de popularité. Monsieur Paré, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je voudrais vous remercier aussi de nous avoir prêté tous les articles pour notre décor, parce que c'est notre dernière émission d'une page d'histoire qu'on a fait, notre série d'émissions. Ça fait que vous avez généreusement prêté tout ce qu'on a ici. Je voudrais vous remercier beaucoup pour ça. Mesdames et messieurs, c'est notre dernière émission d'une page d'histoire. Je vous donne rendez-vous à une prochaine.